une fois n'est pas coutume, on va parler un petit peu de séries. Une série en particulier, coréenne, qui a été produite et qui a été diffusée en 2018 en Corée sur la chaîne TVN, qui est une chaîne payante là-bas, un peu l'équivalent de notre Canal+ ici, et qui est également disponible sur Netflix en intégralité. D'ailleurs, Raphaël a vu cette série, donc je pense qu'il pourra confirmer que c'est une série qu'elle est bien. De souvenirs, oui, oui, ça fait déjà 3 ou 4 ans, mais ouais, ouais. Et donc, cette série, elle s'intitule Mr. Sunshine. Une série coréenne en une saison de 24 épisodes. Parce qu'on fait une longue série coréenne, parce que même si beaucoup de séries coréennes ne durent qu'une seule saison, en général, on est sur 12, 15 épisodes, en tout cas celle que j'ai vue. Là, nous, on part sur du 24 épisodes, et c'est des épisodes de 1h15 à chaque fois. Et donc on y suit les aventures de plusieurs personnages, que je vais vous présenter un petit peu après, et des personnages dont les destins vont se croiser au milieu d'événements historiques très importants. Et c'est justement pour moi l'un des intérêts principaux de cette série, c'est que c'est une série avant tout historique. Et alors là où la plupart des séries historiques coréennes vont se concentrer sur l'époque plutôt du 17e, 18e siècle, début 19e grand max, ou au contraire pendant et après la Seconde Guerre mondiale, et bien là, on a une série qui se déroule à la toute fin du 19e et surtout au tout début du 20e siècle, à l'époque de l'occupation militaire japonaise. Et il faut savoir que même en Corée, il y a très peu de productions culturelles, en tout cas en film ou en série, qui parlent de cette époque. Je crois, j'ai regardé tout à l'heure sur ce super site de confiance qui s'appelle Wikipédia, il doit y avoir comme 6 ou 7 films qui se déroulent à Ouais. cette époque et seulement 2 séries, dont Mr. Sunshine. Et bien sûr, nous en Occident, c'est pas une époque qu'on a l'habitude de voir, et pourtant, je me suis un petit peu renseigné dessus par le biais de cette série, et elle est passionnante. Alors, bien sûr, je vais pas trop me pencher sur la période, parce qu'en fait, il s'est passé énormément de choses, mais j'ai quand même essayé de vous la résumer. Donc, pour ce qui est du cadre historique de la série, donc elle prend place à cette époque de la toute fin du 19e et début du 20e siècle, vraiment tout début, hein. Le gros de la série, c'est entre 1901 et 1907 à l'époque, donc, comme je disais, de l'occupation japonaise et du règne du 26e roi de Corée, qui était le roi Gojong. Alors, tout d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que la Corée, au milieu du 19e siècle, elle mène une politique isolationniste extrêmement stricte. Le pays se ferme le plus possible en fait aux influences des autres grandes puissances du monde, qui au 19e siècle, vous le savez sans doute, vous qui avez quand même beaucoup de notions d'histoire et sans doute parmi nos auditeurs, au 19e siècle, on a les débuts de la mondialisation, si j'ose dire. Alors, un parallèle très rapide, hein, bien sûr. Mais voilà, la Corée, elle, essaye de se fermer le plus possible à ça pour conserver son autonomie, son indépendance. Et on a une société qui est extrêmement ancrée dans ses traditions et qui a un système de caste très sévère. Vous avez une aristocratie coréenne qui conserve jalousement le pouvoir et qui organise la société de manière extrêmement stricte, et c'est vraiment un système de caste, c'est-à-dire que quand on est dans une caste, dans un groupe social bien particulier, on ne peut pas en sortir. Alors malgré tout, cette politique isolationniste, elle va réussir pendant un temps, tenant en respect même de grandes puissances comme la Russie, la Chine, le Japon, même la France, qui va essayer tant bien que mal de nouer des relations avec la Corée, les Royaumes-Unis et les États-Unis. Mais ces différentes puissances, et les États-Unis en tête, ils vont mener des politiques commerciales extrêmement agressives, notamment tout ce que la Corée a besoin d'importer. Eh bien, ces grandes puissances vont essayer de faire en sorte de jouer là-dessus pour obliger la Corée à nouer des relations commerciales. Et surtout, là c'est un peu la spécialité des États-Unis, on mène la politique de la canonnade. Alors la politique de la canonnade, qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la politique de la canonnade? J'imagine qu'on arrive avec des gros bateaux et on tire sur des gens avec des canons. Alors c'est un peu ça. Alors les gens, c'est un détail, hein. On va surtout tirer sur les ports, en fait, sur les ports commerciaux. Ok. L'idée, c'est que on impose des taxes mirobolantes aux produits importés, notamment que la Corée importe, comme je vous disais. Et si si la Corée ne paye pas les taxes, ou un autre pays qui ne paye pas ces taxes, eh bien, on canonne les ports commerciaux jusqu'à ce que le pays accepte de payer les taxes. Bon, dans le cas de Du la racket, quoi. Corée, voilà, c'est exactement ça. Mais donc, dans le cas de la Corée,
qui était un tout petit pays pas très puissant et archaïque sur certains domaines, a pas résisté bien longtemps. Et donc, dans la deuxième moitié du 19e siècle, à partir des années 1870, la Corée va finalement s'ouvrir sur le monde. Et alors, à partir de ce moment-là, il y a trois grandes... dans les quatre grandes dates, grandes années à retenir. Tout d'abord en 1876, afin de s'assurer une protection militaire face à l'Occident, parce que même si elle s'ouvre sur le monde, la Corée se méfie quand même de l'Occident, elle va se tourner vers le Japon, la Corée. Le Japon qui au 19e siècle a déjà une puissance militaire extrêmement importante et qui a déjà un empire territorial très conséquent. Et donc la Corée, très naturellement, se tourne vers le Japon pour assurer sa protection. Il va en résulter un premier accord, le traité de Ganghwa. Je m'excuse tout de suite pour la prononciation des noms propres coréens. T'inquiète pas, je pense qu'avec Manon, on a l'habitude, avec Marc aussi. Oui, Voilà, c'est ça. Dans son alors, futur hors-série spécial mauvaise prononciation qui sera fait l'année prochaine. Mais intéressant, la culture coréenne. Depuis très peu de temps, voilà, je pense que je prononce les noms très très mal. Du coup, je vous le dis tout de suite, je prends le parti pris de les prononcer à la française. Libre à vous ensuite de m'insulter dans les commentaires, je vous en prie. Donc, le traité de Ganghwa est un traité qui officialise le fait que le Japon protège militairement la Corée, mais c'est un traité qui est d'ores et déjà inégal. Notamment, vous avez pour les Japonais le droit d'extra-nationalité. En gros, si un Japonais fait une connerie sur le sol coréen, ce n'est pas aux tribunaux coréens de le juger, mais aux tribunaux japonais. Donc si vous êtes japonais, vous faites n'importe quoi en Corée, tant qu'un tribunal japonais ne vous tombe pas dessus, la Corée ne peut rien faire. Et donc à partir de ce premier traité, le Japon, il va étendre peu à peu sa mainmise sur la Corée. Alors il n'y aura pas que le Japon, la Russie et les États-Unis aussi vont fortement essayer de s'implanter en Corée et d'y étendre leurs intérêts, mais malgré tout, c'est le Japon qui va avoir la mainmise, parce que eux, ils ont la présence militaire officielle, et notamment le gouvernement coréen va peu à peu se laisser séduire par les propositions japonaises, si bien que les années, les décennies passant, l'économie coréenne, sa logistique, ses moyens de transport, son marché de ressources et financiers vont peu à peu passer progressivement sous la houlette du Japon. Japon qui, dans le même temps, nourrit de forts conflits d'intérêts avec ses voisins, la Chine, la Russie, ce qui va d'ailleurs donner, à partir de 1804 et jusqu'en 1904 et jusqu'en 1905, donc pendant un an, une guerre, un conflit russo-japonais qui va opposer très fortement les deux pays. Ça va être très violent mais très rapide puisque, comme je vous le dis, en 1905, les deux pays vont signer un traité de paix. Et dans ce traité de paix, il y a notamment les deux pays s'engagent à quitter la Mandchourie. Donc la Mandchourie, c'est cette région de Chine qui est limitrophe avec la frontière russe et qui était occupée aussi bien par une partie des troupes russes que par des troupes japonaises. Et donc les deux nations doivent laisser la région de Mandchourie en paix et surtout cette région de Mandchourie, elle est rattachée à son pays d'origine, donc la Chine. Par contre, ce qu'obtient le Japon en contrepartie, ça va être l'occupation militaire du pays qui est juste à côté de la Mandchourie, et donc la Corée. Donc, le Japon, avec ce traité de Portsmouth signé en 1905, le Japon obtient un droit international d'une occupation militaire de la Corée. Avec la Corée qui n'a pas vraiment eu son mot à dire. Ils sont partis du principe que si la Corée était déjà sous protection japonaise, l'occupation militaire de la Corée par le Japon, ça n'allait pas poser trop de problèmes. Japon qui en profite pour vraiment resserrer sa mainmise, encore une fois, sur la Corée, et qui va vraiment en faire sa réserve de matières premières, et aussi sa réserve de recrutement pour son armée. Il y a énormément de Coréens qui vont être recrutés de force pour servir dans les troupes japonaises. Et puis les militaires japonais vont se livrer à de nombreuses exactions, vont même à certaines périodes complètement maltraiter le peuple coréen. Et quant au roi de Corée, le fameux roi Gojong, lui, il va être complètement mis de côté, puisqu'à partir de 1907, le Japon arrive à convaincre le gouvernement coréen qu'il faut faire abdiquer le roi Gojong. Donc c'est ce qui va arriver, il va être forcé à l'abdication.
Et à la place, on va mettre son fils sur le trône, qui lui est pro-japonais. Si vous voulez, pour le Japon, c'est tout bénef. Et dans le même temps, en 1907, l'armée régulière coréenne, qui avait encore le droit d'existence jusque-là, elle est complètement dissoute. Alors aussi bien légalement que physiquement, hein, puisque en fait, elle est dissoute dans le sang par l'armée japonaise, qui la rend complètement illégale. De sorte à ce qu'il n'y ait que et uniquement des troupes japonaises et qui soient armées sur le sol coréen. D'accord ? Et puis, à partir de 1910, la Corée devient officiellement une province, un territoire annexé par l'Empire du Japon et perd toute son indépendance et toute son autonomie, et ce jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale en 1945. Alors, bien sûr, à la fin du 19e et jusqu'à 1910, et voire même jusqu'à début des années 30, va y avoir de nombreux groupuscules rebelles qui vont s'opposer à cette occupation de la Corée par le Japon, notamment un groupe très connu qui s'appelle l'Armée Vertueuse, indépendantiste coréenne, et retenez pour la suite, ce sera important. Mais voilà, c'est une époque qui a été très compliquée pour la Corée, qui est très importante dans leur histoire, mais qui, ironiquement, est peu traitée dans les œuvres de fiction. Et du coup, je trouvais ça super intéressant d'avoir une série qui enfin parle de cette époque-là, puis une époque qui est très peu connue, quoi. Donc voilà, pour moi, c'est le premier gros intérêt de la série, c'est cette époque historique qui est très peu connue et qui donne vraiment envie de s'y intéresser, hein, parce que la série évoque les événements dans les grandes lignes, mais reste très évasive. Et pourtant, ça nourrit l'intérêt que peut avoir le spectateur sur cette époque. Genre, ah, tiens, pourquoi est-ce que là, tel ministre, il a fait cette décision? Qu'est-ce que ça a impliqué par la suite, etc., etc. Et donc, je trouve que c'est vraiment plutôt bien présenté dans la série. Ensuite, le deuxième aspect qui est vraiment chouette dans cette série, c'est ses personnages. Puisque, comme je vous l'ai dit, on va suivre donc plusieurs personnages qui vont donc évoluer dans ce cadre historique et dont les destins vont se croiser. Alors, je vais vous citer les 5 principaux. Même s'il y a beaucoup de personnages qui se succèdent, beaucoup c'est des personnages secondaires. Pour certains, c'est des antagonistes. Donc, je préfère ne pas trop vous en parler et vous laisser un petit peu la découverte de la série si vous la regardez. Et donc, je vais me concentrer sur les principaux. Encore une fois, je m'excuse d'avance pour les noms propres. Nous avons donc Choi Yujin, donc qui est un fils d'esclave qui a vu ses parents massacrés par l'aristocrate qui les exploitait et qui va fuir la Corée dans un bateau de marchandises direction les États-Unis. Là, il va s'engager dans les troupes américaines pour en fait obtenir la citoyenneté américaine tout simplement. Et le hasard faisant bien les choses, lorsque les États-Unis vont obtenir l'autorisation de déployer un consulat, petite force armée pour protéger ce consulat en Corée, qui c'est qu'on envoie? Choi Yujin. Ensuite, on a Go Hae-sin, qui est une jeune aristocrate dont les parents qui ont été assassinés étaient des membres de la fameuse armée vertueuse, qui lutte pour l'indépendance de la Corée face aux influences extérieures, notamment face au Japon. On a Go Dong-me, fils de boucher. Alors de ce que j'ai compris, apparemment dans la série, les bouchers, c'est la lie de l'humanité pour les gens. Genre, même un bandit, c'est plus respect. Ah oui, ah bah dans la série, les bouchers, enfants de bouchers, même un violeur de chèvre, je pense qu'il est mieux respecté, tu vois. Ah, bah voilà. quand même. Bon, toujours est-il que il est vraiment de très basse extraction et un peu comme Choi Yujin, Go Dong-me, il va également fuir la Corée étant très jeune, sauf que lui, il va pas partir aux États-Unis, il va partir au Japon. Et lorsqu'il revient en Corée, il est à la tête d'un groupe japonais mafieux avec l'idée en fait de se venger de la société coréenne, voilà, qu'il a méprisé lui et ses parents. Ensuite, on a Ina Kudo, une veuve richissime et gestionnaire d'un hôtel ouvert uniquement aux occidentaux. Et puis on a Kim Il-sung, un autre aristocrate qui se trouve être le fiancé de Go Hae-sin, dont j'ai parlé au début, et Kim Il-sung qui est un petit peu le running gag de la série, mais qui est un personnage super attachant, donc voilà, ça aurait été dommage de pas en parler. On saute tout de suite sur la troisième partie où on va aborder les thèmes principaux de la série. Et donc ce qu'il faut comprendre, c'est que cette série, elle parle vraiment de thématiques qui concernent aussi bien les événements historiques que les personnages en eux-mêmes. Puisque les personnages vont être marqués par les événements, par les changements qu'implique ce grand chamboulement, cette ouverture sur l'Occident et l'occupation japonaise. Le destin de la Corée va aussi concerner le destin de ces personnages. Donc déjà, alors dans les grands thèmes, bien sûr, on a cette époque historique, très importante, j'en ai déjà parlé. On a aussi beaucoup cette idée d'opposition en fait entre à la fois la Corée traditionnelle, en caste,
avec une aristocratie qui veut absolument conserver son fonctionnement et ses privilèges et qui ne veut pas s'ouvrir sur le monde. Et face à elle, une autre aristocratie politique, bourgeoise également, qui elle est pour l'ouverture sur le monde et la modernité. Donc déjà, on a ce jeu d'opposition entre le passé et l'avenir. Et dans les deux cas, on a des personnages hyper malsains, malhonnêtes, qui se livrent à toutes les atrocités pour arriver à leur fin, et des personnages qui, au contraire, sont beaucoup plus attachants et qui vont défendre vraiment leur point de vue. Donc c'est ça que je trouve super intéressant dans cette série, c'est qu'il n'y a pas toujours les gentils d'un côté, les méchants de l'autre. Des fois, c'est beaucoup plus brouillé. Et on a des gentils qui sont pour la tradition et d'autres qui sont pour la modernité et des méchants qui sont pour la tradition et pour la modernité. On a aussi la lutte pour l'indépendance. Donc, j'en ai parlé, cette armée vertueuse et ces autres groupuscules qui veulent l'indépendance de la Corée face au Japon et qui veulent que la Corée reprenne son destin en main. Puisque ça aussi, c'est un autre grand thème de la série, c'est que la Corée, elle est privée de son destin en tant que peuple, en tant que nation, par les autres puissances. Et puis enfin, il y a cette idée un peu de revancharde, un petit peu cette occupation japonaise qui a été très mal vécue à l'époque, et la Corée qui, par la suite, a un peu pris sa revanche économique, politique, culturelle sur le Japon après la Seconde Guerre mondiale, justement issue un peu de cette époque-là. Ouais. Et par rapport aux personnages, eh ben en fait, on suit un déroulé identique. Les personnages, ils essayent de survivre tant bien que mal à tous ces chamboulements dans leur petite vie personnelle. Eux aussi, ils se retrouvent dans des jeux d'opposition. Même si certains veulent rester neutres, au bout d'un moment, ils doivent choisir leur camp. Qui des pro-japonais, qui des anti-japonais, qui ouvert sur l'extérieur, qui plutôt isolationniste. Et puis même dans la vie privée des personnages, sur leurs amours, sur leurs envies, sur leurs objectifs dans la vie, eh bien c'est pareil, c'est des personnages qui vont devoir lutter pour récupérer leur destinée. C'est des personnages à qui on a volé leur destin, à qui on a volé leur vie. Choi Yoo-jin, on a volé sa vie déjà parce qu'il est né esclave, donc il avait pas le choix. Et ensuite parce qu'on a tué ses parents et qu'il a été forcé de fuir aux États-Unis, sinon on allait mourir aussi. Et donc il revient revanchard en Corée pour reprendre son destin en main. Ouais. Go-Hye-sin, c'est pareil. Les parents qu'elle n'a jamais connus parce qu'ils sont morts quand elle était toute bébé, par des pro-japonais, donc c'est pareil, quand elle va grandir, elle va essayer de rejoindre l'armée vertueuse comme ses parents pour les venger, l'idée de revanche, et reprendre son destin en main. Go Dong-mei, j'en ai parlé, il veut reprendre sa revanche sur la Corée en ayant rejoint une mafia japonaise. Inakudo, eh bien, elle veut montrer qu'en tant que femme, elle peut être suffisamment forte et indépendante pour gérer elle-même un hôtel, alors que tous les hommes de la ville lui disent que non, c'est pas le rôle d'une femme. Et Kim Il-sung, donc l'autre aristocrate, le fiancé de Go-Hye-sin, lui c'est pareil. C'est un jeune homme qui dès l'enfance, on lui a dit tu feras telles études, tu épouseras telle personne, tu te comporteras de telle manière parce que tu es un aristocrate. Et donc lui c'est pareil, il va chercher un petit peu une autre manière de vivre, il va vouloir prendre une revanche sur tout ce qu'on lui a posé dans la vie et reprendre son destin en main. Et donc c'est pour ça que je vous disais qu'en fait, ce qui se passe en Corée et ce qui se passe pour les personnages, c'est extrêmement lié et qu'on a vraiment cette idée de vie volée, revanche, reprise en main du destin pour chaque personnage. Et je vous dévoile pas la fin parce qu'elle mérite d'être vue et moi je trouve que c'est une fin vraiment magnifique. Destin qui finalement est parfois plus fort que les personnages, mais il y a aussi cette idée que être libre et reprendre en main son destin, c'est aussi accepter ce qu'on peut pas changer et savoir justement ce qu'on doit faire pour changer les choses et qu'est-ce qu'on doit laisser aller. Donc une super série, Mr. Sunshine, disponible sur Netflix. Allez la voir, elle est vachement bien. Merci des conseils en tout cas. C'est vrai que c'est une période qu'on connaît pas forcément de ouf en fait, l'occupation japonaise en Corée. Non, surtout la Corée, oui. Ouais, c'est ça, de base on connaît pas trop. C'est pas trop embêtant quand tu regardes la série de pas connaître le contexte ou t'es obligé de te renseigner ou c'est. Au début, on avait un peu peur avec ma copine, c'est vrai. Et en fait, non, elle se regarde et on comprend les principaux événements. La série est pas quand même hermétique. Elle va quand même bien présenter, bien annoncer ce qui se passe. Maintenant, voilà, elle présente vraiment les grandes lignes. Et c'est un petit peu un type de narration où on comprend au fur et à mesure de l'épisode ou au fur et à mesure de l'histoire ce qu'implique telle ou telle action quelques épisodes avant ou au début de l'épisode. Oui, la série te mâche pas le travail, c'est t'as ton propre travail de réflexion à faire toi de ton côté. Non, c'est pas ça, c'est juste qu'il faut être patient. La série est pas hermétique, on comprend dans les grandes lignes ce qui se passe, Ouais. tout en invitant, voilà, à aller voir, si on est curieux, aller voir un peu plus
ce qui se passe pour comprendre vraiment de quoi ça parle, plus en détail je veux dire, hein. Mais par exemple, un exemple tout bête, il y a un moment, il y a une scène où vous avez donc le gouvernement, les ministres coréens qui s'adressent au roi et qui lui font des reproches. Et ils lui font des reproches, genre ils lui en foutent plein la gueule, hein. Et c'est juste avant en fait qu'il réclame son abdication. Et à chaque fois qu'il y a un ministre qui prend la parole, en fait, il y a un petit encart avec son nom et genre traître de 1905 ou traître de 1907. Et en fait, plus tard dans l'épisode, on comprend que en 1905, il y a eu ce traité qui permet l'occupation militaire de Corée par les Japonais. Et donc, il y a des ministres qui ont activement participé. Et les traites de 1907, c'est ceux qui ont réclamé l'abdication du roi. Mais on le comprend un peu plus tard dans l'épisode, donc c'est pas gênant si au moment où on voit ces écriteaux dans la série, la scène où c'est évoqué, on le comprend pas tout de suite, c'est pas grave. Ok. Yes. Ouais, en tout cas, merci encore du conseil. Toi, Raph, tu voulais Voilà. rebondir dessus, peut-être vu que tu l'as vu? Alors je l'ai vu. Bon, je reviendrai pas sur le côté historique puisque du coup Seb en a parlé quand même, Ouais. quand même en détail. Il y a deux autres trucs qui m'avaient plu dans cette série. C'est une très belle série historique pour deux raisons. D'abord parce que tu as les costumes qui sont quand même très beaux Ouais. et la façon dont c'est tourné et les détails. T'as l'impression de voir une série un peu en 4K. Enfin à l'époque, Ah ouais. ce que je me rappelais, c'est Il y a une qu'il y avait très des belle couleurs image. qui sont magnifiques. Ok. Et ouais, Il y a une très belle image, il y a des plans qui sont superbes, il y a une bande son fait qui voyager, est quoi. magnifique, qui fait ça voyager. me motive, ça. Il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup d'émotions, il y a vraiment une maîtrise en fait de l'équilibre entre la comédie, le tragique, c'est vraiment super. Et l'avantage aussi derrière, c'est que pour les gens, je sais, qui se rapprochent un peu, on est un peu pareil, Ouais. toi et moi, dans cette situation-là. C'est quand même de souvenir, hein, une série qui arrive très bien à alterner les personnages qui se parlent en trois langues différentes. Ah oui. En oui. anglais, en coréen et En coréen, en japonais. Oui. Ah, ça, c'est cool, ouais. C'est vrai que je suis très Oui, sensible à oui, ça. alors effectivement, comme c'est une série qui parle normalement, alors tous les acteurs asiatiques sont coréens. Ok. Même les acteurs qui jouent des japonais, ce sont des coréens. Par contre, ce Ah ouais sont des coréens qui parlent hyper bien japonais. D'accord. Il y a même la tenancière de l'hôtel qui parle français, en français dans le texte, hein, elle parle vraiment français. Alors avec un accent, Trop bien. d'accord, mais voilà. Ah, c'est assez cool, ouais. Et alors pour finir, parce qu'il faut quand même le dire au cas où il y a des gens que ça surprenne, c'est aussi une série qui met en avant une histoire d'amour. Oui. Il y a, Ouais, ce que tu disais que c'est pas c'était- le seul point de l'histoire, mais c'est quand même une part essentielle de l'histoire. C'est aussi, pas que, mais c'est aussi une histoire d'amour impossible, pas qui se veut impossible. Je vous laisse découvrir quand même le déroulé de la série. Je vous dis pas tout, mais qui au début se veut impossible. Et donc voilà, il y a aussi ce côté deux mondes qui se rencontrent. Et en tout cas, merci une fois de plus du coup pour ton conseil série télé. Où est-ce qu'on peut la trouver déjà cette série? Sur Netflix. Sur Netflix, Netflix, vous ok. tapez Mister, donc MR, Sunshine. Sunshine, comme le mot en anglais. D'ailleurs, vous comprendrez pourquoi en regardant la série aussi, pourquoi Mister Sunshine. Et voilà, elle est dispo en intégralité, les 24 épisodes sur Netflix. Normalement, ils vont pas bouger d'ici longtemps parce que Netflix a fait le choix de mettre en avant beaucoup de séries coréennes en fait. C'est vrai. Ils ont énormément puisé dedans pour mon grand bonheur du coup parce que je les trouve super ces séries. Donc voilà. Je crois qu'elle était déjà sur Netflix depuis 4 ans, ou Ouais. alors elle est revenue, ou alors je me trompe. Après, c'est je l'ai peut-être une vu production sur, coréenne Netflix, hein. Alors, Prime Video, il est possible qu'il l'ait retiré à un moment et qu'il l'ait remise parce qu'effectivement, je me suis un peu renseigné. Effectivement, déjà en 2018, ils avaient distribué la série Netflix en Occident. Ouais. Mais moi, je l'ai revu qu'en fin d'année dernière. Donc, est-ce que les suggestions Netflix ont fait que je l'ai vu que maintenant ou est-ce qu'à un moment, ils l'avaient retiré puis remise? Ça, je saurais pas vous dire. Ouais, il y a moyen que l'algorithme te l'ait proposé maintenant que quand ça a été la mode des séries coréennes avec. Avec Game. avec Kingdom, Ah oui, avec, Squid ouais. Game. D'ailleurs, j'y J'étais bien reviens. con de pas le faire. D'ailleurs, J'y on- reviens justement, de souvenir, je crois que l'acteur principal de la série Mr. Sunshine est un acteur de Squid Game aussi. Ok. Alors effectivement, l'acteur principal, donc Choi Yoo-jin, Mr. Sunshine, joue un méchant important dans Squid Game. De toute façon, j'ai Et- pas vu Squid Game. Je l'avoue, donc, Bon, de toute Oh, façon, c'est mais très mal c'est- écrit. hein. Le lien avec le lien avec. Ah, Ouais. ah, en Oui, vrai, Squid Game. en vrai, Squid Game, c'est pas la meilleure série coréenne que j'ai vue. On va se mettre d'accord tout de suite. Par contre, Mais en ce moment, je suis en train de regarder All of Us Are Dead et ça, c'est une série de zombies. Mais contrairement à Kingdom, ça se passe de nos jours et c'est vachement bien. ok, d'accord. Coréen encore une fois du coup alors. Quoi, Coréen, de encore souvenir, une fois. c'est ça. C'est dans une école, c'est ça? Oui, c'est dans un lycée coréen et il y a des zombies qui déboulent dans le lycée et c'est le bordel et c'est un peu comme Kingdom, c'est des zombies ultra vénères qui courent partout et c'est assez jouissif à regarder. Si ce petit instant passé en notre compagnie vous a plu et que vous avez envie d'en passer d'autres avec nous, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo ou encore nous suivre sur les réseaux sociaux.
Sachez que vous pouvez aussi écouter cet épisode dans son entièreté et pour cela vous n'avez qu'à vous rendre dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour à nouveau écouter un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien.